Bonjour, on est le 28 mars 2025. Euh, la météo, bon, elle semble moins bonne que celle d'hier. On a un peu moins de luminosité qu'hier. En tout cas, bon, je veux dire, on peut sortir sans aucun problème. Il n'y a pas de frein aux sorties, puisqu'en fait, il ne pleut pas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'humidité. Il y a légèrement un tout petit peu d'humidité, c'est normal parce que c'est la matinée, mais ça va partir notamment sur côtés, sur certains côtés des façades. Et donc, quand je dis les côtés des façades, j'entends plus les carreaux. Au niveau, c'est des carreaux qu'on retrouve des buées d'humidité. Mais pas, c'est pas tous les carreaux. C'est ceux qui se présentent d'une certaine façon en matinée par rapport aux 4 points cardinaux. Et justement, je voulais discuter un petit peu de ça. Bon, maintenant, euh, l'habitation est quelque chose de très important pour les gens. En général, euh, les gens ils habitent dans un endroit. Avant, ils habitaient dans des grottes et puis ils sont passés dans des tentes et puis des maisons dans les bois. Enfin, certaines contrées, ils avaient beaucoup de bois, donc ils faisaient des maisons en bois. Dans certaines contrées, ben, c'était plutôt des tentes. Là où il faisait chaud, on privilégiait de grosses tentes à peau d'animaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, euh, donc il y a ce qu'on appelle les maisons archaïques. Archaïques. Les maisons archaïques, c'est avec un I. Moi, je n'arrive pas à le faire, mais arca. Bon, enfin bref. Je vais mettre les deux points parce que je suppose qu'ils sont archaïques. Juste pour 2 points, je dois m'arrêter. Bon, enfin bref, c'est comme ça, c'est l'orthographe. Sinon, si on ne respecte pas l'orthographe, ben, je veux dire, archaïque. Juste pour ce i tréma, bon, j'ai perdu du temps. Enfin bref, ce que je voulais dire. Donc, dans les habitations, on retrouve des habitations archaïques, des habitations dites semi-archaïques et ainsi de suite. On va voir du semi-archaïque, on va voir des habitations, on va dire, qui sont transportables, des habitations peu transportables. Je pense, qu'est-ce qu'une habitation transportable? Je pense à un camping-car. On s'est toujours habité dans un camping-car. Il y a des maisons, il y a des chalets. Alors maintenant, le tout, dans toutes les constructions, il y a les maisons, les chalets. Alors on a les constructions à base de béton, bien sûr, béton armé, bois, et ainsi de suite. Il y a différents matériaux de construction. Parfois, on allie certains matériaux de construction, mais certains matériaux peuvent être pris en plus en considération en poids. Par exemple, dans un chalet, on retrouve plus de bois. Rien n'empêche de mettre de temps en temps voilà, du fer à certains endroits. Ça n'empêche pas de mettre du fer. Maintenant, il y en a qui font des chalots complètement tout en bois, mais il y aura toujours des serrures qu'on retrouvera qui sont en fer ou des. Voilà, voilà. On retrouvera quand même du fer. Donc on allie généralement voilà, le fer au bois et bien sûr aux matériaux de construction, tels que briques, blocs, etc. Et ainsi de suite. Alors, ici, bien sûr, quand je disais, il y a des habitations archaïques, semi-archaïques, il y a les habitations dites modernes, les habitations de type ancienne, et ainsi de suite. Bon, de deux choses l'une, soit euh, on fait une rénovation d'habitation, ou soit on achète une habitation toute faite. Toute faite. Bon, euh, donc, soit on passe par la construction, le tout construction, ou une partie construction, c'est-à-dire la demi-construction, c'est-à-dire vous avez une partie et vous voulez reconstruire une autre partie, la demi-construction. euh, Sinon, vous achetez un appartement ou une habitation et vous la rénovez. Vous la rénovez pour que vous... Le tout, la rénovation, c'est pour être bien dedans. Alors, beaucoup de gens ne rénovent plus leur habitation pour plusieurs raisons. Bon, ben, parce qu'ils n'ont plus les facultés.
Non plus les facultés, ils ont un certain âge, bon, commencent à faire des travaux lourds, c'est plus pour eux. Alors venir payer des gens qui coûtent cher, qui demandent, je veux dire, des sommes astronomiques, ils ne veulent pas non plus. Donc ils préfèrent rester comme ça que commencer à payer voilà, des coûts astronomiques effectivement, il faut que tout travail mérite salaire, mais bon, dans la construction, il y a beaucoup de gens qui demandent, il y a des gens qui demandent très cher, et bon, maintenant il faut se retourner vers des gens qui coûtent moins cher, mais encore faut-il leur faire confiance au niveau, voilà, de la finalité des travaux, voire euh, du sérieux quant au suivi des travaux, et ainsi de suite. Il y a toute une panoplie de choses dans le milieu du bâtiment. C'est un milieu que je veux dire assez rude. Voilà, il est pas aussi facile. Parfois, il y a des entreprises, bon, les gens commencent à payer des montants et puis ils se rendent compte que soit la personne ne vient pas, soit elle est en faillite, voilà, alors qu'elle n'a pas dit elle était en faillite au départ. Elle aurait dû être honnête et dire bon, je suis en faillite, bon, je prends plus rien. Non, elle a pris la construction et puis après elle ne termine plus. Donc en fait, ça revient à du vol. Et bon, donc dans le milieu de la construction, on retrouve tout n'importe quoi. Le tout, c'est de trouver le sérieux, mais encore faut-il que ce sérieux ne coûte pas, je veux dire, tout votre portefeuille, hein, que il ne vous reste plus rien, je veux dire, dans vos poches, pour rien que des travaux qui pourraient être, je veux dire... alors les travaux, normalement, ce qu'on fait dans les travaux, on les subdivise. Hein. On les subdivise. Bah, par exemple, telle année, on fait telle pièce. Et le problème, c'est que si c'est des travaux interminables, mais il y aura toujours des salissures au sein des meubles de l'intérieur, et bon, et ça fait toujours des poussières. Hein. Bâtiment, c'est ça le problème du bâtiment. On peut considérer qu'il y a plusieurs problèmes. Un des premiers problèmes, ben, voilà, dans les travaux, c'est les bruits. Hein. Ouais, ça dérange les voisins. Si c'est des travaux interminables, les voisins ne vont pas supporter. Bon, tous les jours, on vient du matin au soir en fort, à tout bout de champ, les murs ils vibrent, et ainsi de suite, et il y a toute la cuisine du voisin qui bouge, et ainsi de suite. Et bon, en plus, ils ne s'entendent plus parler chez les voisins. Bon, le bruit au niveau du travail du bâtiment, c'est un gros problème. Deuxième problème, euh, bon, les gens, ils veulent à un moment donné être tranquilles. Hein. Je veux dire, ils veulent plus d'aller-venue de travailleurs au sein de leur habitation qui rentrent comme, je veux dire, voilà, voilà, comme dans un moulin. Ils voudraient bien que ça stoppe à un moment donné les travaux et que, je veux dire, la personne puisse rentrer dans son intimité. Donc, il ne faut pas que les travaux perdurent. Donc, les travaux d'habitation, bon, c'est à double tranchant. Bon, tout d'abord, il faut des moyens financiers. Ça, bon, certains peuvent aller à la banque, faire un prêt. Sinon, s'ils ont mis de l'argent, un petit peu de côté pour pouvoir faire une réserve, pour pouvoir faire, je veux dire, c'est une gestion. Hein. Il faut une réserve pendant un certain temps. Et puis, bon, ils vont chercher un architecte. L'architecte va décider, bon, si c'est possible ou pas. Voilà, ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, il va donner tous les petits trucs, tous les petits trucs et les astuces. Voilà ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Et bien sûr, passer par un urbanisme, le cas échéant, par l'urbanisme. Et donc, l'urbanisme va dire, bon, va donner son accord ou pas. Donc, c'est pour vous dire que l'habitation, c'est quelque chose à prendre au sérieux, c'est un projet de vie. Un projet de vie, c'est-à-dire que ça peut prendre voilà, 10, 15, 20 ans euh, à, à faire son habitation. Voilà, et alors, si un terrain, c'est toujours du travail. Hein. Il faut refaire voilà, travailler le terrain et ainsi de suite. Donc, l'habitation, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on va se loger pour trouver, je veux dire, le cocooning. C'est-à-dire, le cocooning, c'est être bien. Alors, être bien, c'est quoi? C'est retrouver la chaleur, retrouver de l'hygiène, retrouver voilà, euh, une cuisine équipée et moderne qui est, je veux dire, je sais pas le mot, je me rappelle plus le mot, mais qui est utile, ça c'est d'office, parce qu'une cuisine occupée c'est utile, mais surtout qui est fonctionnelle. Voilà, ça, je cherchais le mot fonctionnel. Il faut une cuisine fonctionnelle. Maintenant, il faut une salle de bain. Alors je rappelle que dans anciennes maisons, il n'y avait pas de salle de bain. Hein. Alors c'était comme ça. Avant, les toilettes étaient à l'extérieur. Il fallait sortir à l'extérieur, aller à ce qu'on appelle le cabinet. Et parfois, le cabinet, bon, ça n'allait même pas aux égouts. Hein. Je peux vous dire que voilà, certains cabinets n'allaient même pas aux égouts. Voilà, soit il fallait ramener un camion qui enlevait voilà, toute la matière. Et ça pouvait servir par après, cette matière-là, fécale, en tant que voilà, purin. Purin. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors bien sûr, avant, il y avait beaucoup plus de mouches. Pourquoi? Parce que, bon, je veux dire, s'il y avait beaucoup plus de matière fécale comme ça, on avait un environnement qui était propice,
je veux dire, à la dégradation voilà, de ces matières fécales par voilà, des insectes. Des insectes, genre mouches, voilà, qui venaient dégrader tout ça. Maintenant, bon, il y a moins de tout ça dans l'environnement, donc il y a moins de mouches, et ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que, bon, une cuisine, bon, c'est fait pour, un être humain, son premier besoin, c'est de manger. C'est, voilà, c'est son premier besoin. Quand un être humain, je dirais, est en détresse, son premier besoin, c'est de manger. Donc manger, effectivement, s'il a des revenus, bon, il peut se faire à manger au travers d'une cuisine. Au travers d'une cuisine. On va dire ça comme ça. Donc il va se faire à manger au travers. Donc il peut trouver dans une habitation archaïque, semi-archaïque, voire moderne, voire dans un bateau. Dans un bateau, bah, là, son habitation, il peut dormir dans le bateau, hein, et il peut se laver dans le bateau, il peut voilà, aller coucher dans le bateau, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Il n'y a pas que ça. Il y a les mobilhomes, les bateaux, les camions. Il y a beaucoup de, voilà, d'habitations passagères, voire d'habitations qui sont, qui seront toujours présentes. Il y en a qui sont passagères, il y en a, ils peuvent se loger à vie dedans. Je parle d'un camping-car, hein, ou un chalet. Voilà, une construction en bois, pour autant que l'urbanisme est d'accord de pouvoir à ce que l'urbanisme est d'accord à ce que la personne construise un chalet à tel lieu, à tel endroit, suivant bien sûr des accords. Parce qu'on ne construit pas n'importe où. Voilà, il faut d'abord acheter le terrain. Quand on achète le terrain, puis après, c'est pas le tout de. Il y a des maisons, il y a des voilà, terrains constructibles, il y a des terrains qui ne sont pas constructibles et interdits à la construction. Donc c'est les lois qui comptent. Celui qui construit dans une parcelle qui n'est pas constructible, ben, les autorités ont le droit de la démolir et mettre encore en plus une amende. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très à cheval sur les lois pour savoir ce qu'on fait, parce que le moindre faux pas, ben, je veux dire, ben ça va retomber sur votre portefeuille. Voilà, alors c'est pas des petits montants, hein. Construire un petit chalet et puis qu'on vient vous le démolir, bon, vous avez tout donné pour le construire et voilà qu'on vient le démolir. Ouais, c'est comme ça, c'est parce que c'est la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors ceci étant dit, je veux dire par là qu'une habitation, ben, on peut, le premier besoin de l'être humain, c'est de se, je veux dire, bon, c'est de manger, même s'il est à l'extérieur, la première chose qui viendrait, c'est de manger. Il faut qu'il mange pour qu'il puisse prendre, voilà, des forces pour pouvoir marcher, pour pouvoir, voilà, se déplacer ou faire un petit travail pour qui va lui ramener des revenus ou ainsi de suite. Donc la première chose, c'est manger. Donc en fait, la cuisine est fort importante. La cuisine, c'est fort important. Et donc, dans une cuisine, doit retrouver toutes les commodités d'eau, euh, de gaz, s'il y a du gaz, voire de l'électricité. Bon, il faut perfectionner un four au gaz ou four électrique, peu importe, mais en tout cas, il faut de l'énergie, telle que gaz ou électricité, et alors bien sûr de l'eau. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des cuisines, eau et électricité, voire gaz en plus. Bon, ensuite, l'être humain, quand il a mangé, bon, qu'est-ce qu'il veut? Euh, il a mangé, il veut se reposer. Et il veut se reposer dans un endroit, je veux dire, calme, propice au calme, ça c'est un. Deux, un endroit, je veux dire, quand je dis propice au calme, c'est pas trop bruyant par rapport à l'environnement extérieur. Il doit pouvoir se reposer aussi bien en journée qu'en soirée. Alors, il y a des gens qui vont travailler en journée et ils vont dormir en soirée, mais il y a des gens qui travaillent en soirée et ils vont dormir en journée. Donc, c'est-à-dire que ceux qui font les pauses de nuit, bah, quand ils reviennent chez eux, ils veulent être tranquilles, à dormir tranquillement. Donc il faut que pendant la journée, ils puissent être aussi dans un environnement tranquille, voilà, calme. Alors qu'est-ce que le calme? Bon, chacun interprète le calme à sa façon. Bon, certains sont devant une chaussée, les dérange pas. Certains sont pas loin voilà, de chemin de fer ou d'une gare, ça les dérange pas. Voilà, donc, mais par contre, il y a des gens, ils vont habiter à côté d'une gare, ça les dérange à 100%. Il y a des gens, ils vont habiter sur une route, le long d'une route, ça va les déranger à 100%. Ils n'arriveront pas à trouver le sommeil parce qu'il y a des gens plus sensibles que d'autres. Une personne n'est pas l'autre.
Il y a des gens, ils peuvent dormir, bon, même dans un train, il y a du bruit, ils savent dormir. Il y en a des gens, ils sont dans un avion, ils savent dormir parce que même malgré le bruit. Mais il y a des gens, ils sont susceptibles, ils sont sensibles et susceptibles au bruit. Donc ils n'aiment pas le bruit. Bon, le moindre bruit, ça les dérange. Voilà. Ça dépend quel type de bruit aussi. Parce que parfois, bon, on n'aime pas les bruits, mais je veux dire, il y a d'autres choses qu'on peut. Par exemple, la belle musique, j'ai dit la belle musique, peut, je vais rentrer voilà, dans, dans, dans l'acceptable de la personne. Alors que du bruit qui fait n'importe quoi, ça le dérange. Voilà. Bon, pour certaines personnes, je dis la susceptibilité au bruit euh, est dérangeante pour certaines personnes, pas pour d'autres. Alors, donc, la personne va aller dormir au calme, donc il faut une chambre à coucher. Alors, une fois qu'il a sa chambre à coucher, une fois qu'il sait dormir dans un endroit, je veux dire, où il est protégé du chaud, du froid, de tous les aléas climatiques, et qui peut manger à l'intérieur, c'est-à-dire aller faire un petit, un petit peu à manger, ce qui va se, voilà, ce qui va suivre, bien sûr, c'est l'hygiène. Donc, en fait, il lui faut une salle de bain. Il faut une salle de bain avec une toilette. Voilà, une fois qu'il a dans une salle de bain, ce qu'on demande, c'est de l'eau. Voilà, de l'eau. Et bien sûr, se laver quand il fait froid, au chaud, pour ne pas attraper froid. Mais en été, bon, on n'a pas besoin d'ouvrir les cheveux. Il fait déjà chaud à l'extérieur. Bah, on n'a pas besoin de. S'il fait trop chaud, là, on demandera une climatisation. Parce qu'on va étouffer à l'intérieur de. Les gens vont commencer à. S'il fait 42, 30, 39, 40 degrés, je veux dire, à l'intérieur de l'habitation, je veux dire, vaut mieux sortir, ça devient infernal. Ça devient. Je veux dire, c'est pas bon pour le corps. Hein. Autant le froid, froid, ça c'est mauvais, autant le chaud, chaud, c'est mauvais. Les extrêmes, euh, euh, les conditions extrêmes climatiques sont toujours néfastes pour aussi bien le corps que les matériels électriques et les matériaux en général. Trop de chaleur, c'est mauvais pour le matériel électrique, et le froid, le très froid est mauvais pour le matériel électrique. Idem pour l'être humain. Le très chaud, c'est mauvais pour voilà, le corps humain, et le très froid est mauvais pour le corps humain. Donc c'est pour ça qu'il faut des conditions normales. Les meilleures conditions, bon, les températures ambiantes sont magnifiques. 25 degrés, c'est bon. Bon, parfois, on veut sortir, aller plonger dans une piscine, dans l'eau. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut ben, on demande une température, on demande qu'il fasse chaud. Là, on peut se mettre en maillot de bain pour pouvoir aller faire voilà, plonger dans la piscine. Donc à ce moment-là, bon, 30 degrés nous dérange pas trop. Mais si ça commence à monter, bon, là, il faut faire très attention. Et alors, il faut beaucoup boire de l'eau quand il fait très chaud. Voilà, ça c'est obligatoire. Parce que c'est le corps qui va demander ça, au risque de se mettre en danger. Voilà, il faut se déshydrater quand il fait chaud, c'est d'office. Voilà. Bon, j'ai pas dit qu'il faut pas se déshydrater quand il fait froid, ouais, parce que même quand il fait froid, il faut quand même boire. Boire, c'est toujours intéressant pour le nettoyage. Voilà, faire le nettoyage au sein de son corps. Bon, donc je disais que les habitations euh, va refléter, je veux dire, c'est les besoins de la personne. Alors, le seul hic à une habitation, c'est le coût. Ça coûte cher une habitation. Comme je vous l'ai dit, dans certains pays, une habitation, c'est un projet de vie. Et donc, s'il veut un projet de vie, il veut habiter dedans, il veut être bien. Il veut chercher le cocooning, il veut la tranquillité, il veut le calme, il veut pas qu'il y ait des voisins dérangeants, des voisins névrosés, des voisins voilà, qui vont vous pousser à vous rebeller et commettre, je veux dire, par exemple, irréparable, ce qui peut arriver dans beaucoup de cas de figure qu'on retrouve dans des gazettes où il y a des conflits de voisinage qui ne sont pas réglés dans les tribunaux et qui finissent, je veux dire, pas, voilà, dans des faits divers très graves. Voilà, donc c'est pour vous dire que bon, le voisinage, euh, il faut avoir un voisinage, je veux dire, correct. Par exemple, si vous avez une bande qui arrive chaque jour à côté de chez vous, vous n'allez pas être tranquille. Hein, parce que peut-être qu'il y en a un dans la bande, bon, il va un petit peu, je veux dire, il est un petit peu soso dans la bande, il y a toujours un petit soso dans la bande qui va pousser à l'extrême, je veux dire, ses réactions et venir, par exemple, embêter le voisin. Par voilà, un acte voilà, délictueux vis-à-vis du voisin. Et si ça arrive une fois, bon, on va dire c'est pas grave, quoique maintenant, s'il y a des préjudices, je veux dire, la personne peut porter plainte. Maintenant, si ça arrive plusieurs fois, bon, je veux dire, ça peut devenir un problème conflictuel. Hein. Alors, les seules personnes
qui peuvent intervenir là-dessus, ben normalement c'est la justice avec la police et, les tribunaux. Maintenant, si ça dépasse ce cas de figure-là, ce cadre-là, ça peut terminer vraiment soit aux mains, soit, je veux dire, pire que ça, avec des armes, des armes. Voilà, donc c'est pour vous dire que le voisinage, ça doit être quelque chose, je veux dire, de très... on va dire, ce qui doit y avoir dans un voisinage, c'est le respect. Dès le moment où il n'y a plus de respect entre les personnes, ben ça ouvre la porte à tout. Ça ouvre les portes à tout s'il n'y a plus de respect. Alors une personne qui est énervée vis-à-vis d'une personne qui n'a pas de respect, ben, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Donc c'est pour ça que bon, dans une habitation, qu'est-ce qu'on recherche? Ben, la personne veut se trouver dans un lieu bien. C'est un lieu où il va dormir, manger, boire, se laver, mais dans un lieu qui est correct. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'il voudra? Il voudra peut-être un petit jardin, un petit potager. Il voudra peut-être voilà, aller dans son potager chercher, voilà, cultiver certaines choses, ou peut-être avoir des petits animaux comme des poules, des lapins ou des choses comme ça, ou des moutons. Voilà, élever des petits animaux comme ça, des animaux euh, voilà, des petits animaux comme ça qui va domestiquer. Il va leur donner à manger, il va apprendre à connaître ses poules, ses moutons, ses lapins, etc. Et voilà, il va vivre avec, il va leur donner à manger, voilà, ils vont leur rendre, par exemple, des œufs pour les poules. Bon, le mouton, ça va peut-être finir par... voilà, c'est malheureux de dire ça comme ça, ben, c'est fait comme ça, c'est la vie qui est comme ça. On va leur donner à manger pour finir dans notre assiette. Le mouton va finir dans notre assiette, comme les vaches finissent dans notre assiette, alors qu'on leur donne à manger. Ouais, on a peut-être caressé une vache et puis après, bon, la vache se retrouve dans notre place. C'est aussi bizarre comme ça, mais c'est comme ça. L'être humain est un. Il y a des gens qui sont végétariens, qui ne mangent pas voilà, de viande, mais normalement la viande c'est des protéines. Voilà, ça ramener des protéines. Donc on est obligé de manger des viandes et des légumes. Donc dans un potager on peut faire ses légumes. Donc l'être humain il voudra être bien dans un endroit bon qui lui sied le mieux. Si maintenant il y a quelque chose qui le dérange dans le milieu, il ne voudra pas rester. Voudra pas. Qu'est-ce qui peut le déranger? Par exemple, des voisins. Les voisins, je veux dire, ne sont pas respectueux. Il a des voisins qui ne sont pas honnêtes. Il y a des voisins bon, qui lui parlent jamais, qui communiquent jamais. Il y a des voisins voilà, euh, qui lui font toujours des remarques. Voilà. Et ainsi de suite. Tout ça, tous ces éléments déjà de voisinage peuvent déjà ramener une personne à ne plus vouloir habiter dans ce lieu, parce que le lieu va commencer à le déranger au travers du voisinage. Bon, autre chose, maintenant, qu'est-ce qui peut faire déménager si c'est le coût de l'habitation est très rude pour la personne à supporter? Je veux dire, elle dépense tout son argent et il lui reste presque plus rien pour se nourrir. Donc tous ses revenus passent dans l'habitation. Alors, ça peut arriver à tout le monde, ça. Même quelqu'un qui a un grand revenu. Par exemple, quelqu'un qui a 3000 euros de revenus, ses dépenses reviennent jusqu'à 2500, mais il n'a plus que 500 euros pour se nourrir. Bon, ça devient embêtant. Donc quelqu'un qui gagne même 3500, s'il a acheté une habitation qui est trop chère, trop chère, parce que les habitations, bon, on a tous les prix. Il y a des habitations, voilà, on retrouve des habitations, on va dire, plus ou moins potables, correctes, à partir de 130 000, plus ou moins potables, parce que 130 000, vous avez, voilà, c'est genre ce qu'on appelle des taudis. Taudis, c'est-à-dire des maisons où il faut réparer. Des maisons, on est obligé de passer par une réparation. Alors il y a taudis et taudis, hein. Il y a des taudis qui sont vraiment taudis. Vous allez retrouver tout n'importe quoi dedans. Mais il y a des taudis, bon, c'est moins taudis que il y a des niveaux de taudis. Alors, bien sûr, ça se répare, tout ça, ça se répare. Et une habitation qui est taudis peut être ramenée à une habitation potable. Mais ça ne restera en rien une villa. Une villa qui a un certain coût. Une villa, ouais, comme je dis, une villa ça peut monter à 400, 500, 600, 700, 800 000. Et ça dépend de la situation de l'endroit. Donc, habiter dans un endroit, ça n'est pas habiter dans un autre endroit. Parce que les habitations ont un prix en fonction aussi des villes. Il y a des villes qui n'acceptent pas des moyens revenus. Voilà, il y a des villes qui n'acceptent que des revenus élevés. Enfin, des villes, je ne sais pas des villes, je m'excuse, parce que la ville adhère n'importe quel type de population. La population de la ville, c'est aussi bien des riches, des notables, que voilà, des gens qui ont des bas revenus.
Mais dans les campagnes, on peut retrouver voilà, des villages où habiter dans le village, il faut minimum 150 000 voire 200 000 euros pour une parcelle de terrain. Bon, ça fait fuir la plupart des personnes. Et donc là, c'est plus tout le monde qui va habiter dans cet endroit-là. C'est uniquement des gens qui ont la possibilité de mettre 150 000, 200 000 pour le terrain. Et j'ai bien dit pour le terrain. Alors maintenant, la construction, ça va peut-être dépasser 500 000, voire 600 000. Voilà. Et maintenant, si quelqu'un a un haut revenu et que, je veux dire, à la fin du mois, ça lui coûte tellement de payer cette habitation à la banque et qu'il a presque plus de revenus pour manger, ben lui aussi, il se met dans une situation difficile. Situation difficile. Donc, la difficulté n'est pas que ceux qui ont un bas revenu. Parce que si quelqu'un voit trop gros, même avec un gros revenu, s'il voit trop gros, je veux dire, il va rester coincé. C'est comme ça. C'est de l'économie. Hein. C'est l'économie. Si le gars, il n'a pas assez de... on part d'une base. Quelqu'un qui n'a pas assez de revenus pour faire un projet qu'il veut, ben, je veux dire, il sera coincé. Parce qu'il ne répond pas aux conditions voilà, économiques de la faisabilité du projet. Ou de la, pas forcément de la faisabilité du projet, mais je veux dire, de la, je dirais de la vivabilité du projet. La viabilité du projet. Enfin, pas la viabilité, c'est de pouvoir supporter le projet. Voilà, c'est ça, supporter. Parce que le projet étant fait, voilà, maintenant il faut le payer à crédit. Si le gars, il rapporte même 5 000 euros, voire 10 000 euros, voire 20 000 euros, il gagne 20 000, il doit en payer voilà, à la fin du mois parce qu'il a acheté une maison de 4 millions d'euros. Voilà, il gagne 20 000 euros. Ben, il veut juste payer une maison à 4 millions d'euros, on lui réclame 25 000 euros. Et lui, il a un revenu de 30 000. Enfin, il a un revenu de 26 000, par exemple, 25. Ben, il lui reste 1 000 euros. 1 000 euros pour vivre. Et après, mais sur ces 1 000 euros, bon, il doit encore acheter. Il a peut-être des autres, beaucoup de frais. Parce qu'il voit gros. Il voit que gros l'habitation, il voit gros la voiture. Et donc, il aura des frais sur la voiture qui sera aussi, aussi grosse que. Je veux dire, donc, c'est pour ça que dans les calculs de tout ça, il faut faire très attention. Le tout, c'est de ne pas rester coincé, je veux dire, vis-à-vis de quelque chose qui devient de l'ordre de, non pas de l'impossible, mais de l'ordre de la difficulté de la personne. Toute personne peut se mettre en difficulté, aussi bien quelqu'un qui a un gros salaire qu'un quelqu'un qui a un bas salaire que quelqu'un qui n'a pas de salaire du tout. Bon, quelqu'un qui n'a pas de salaire, bon, normalement c'est interdit. Tout le monde a le droit, je veux dire, à quelque chose pour vivre. On va dire ça comme ça. Alors, ceci étant dit, donc vous voyez que l'habitation, quelqu'un qui a un projet d'habitation, soit en construction, soit en achat d'une construction clé en main, voire il doit la construire lui-même, voire il doit acheter une habitation, il doit la rénover. Alors, comme j'ai dit, les habitations à tous les prix. Hein. C'est en fonction, vous donnez en fonction de vos moyens, vous aurez tout ce que vous voulez. Voilà. Ouais, il y a des habitations à 150 000. Bon, ça c'est basse classe, c'est-à-dire que vous avez des habitations taudées qu'il faudra réparer. Il y a des habitations à 200 000 qui parfois aussi sont des taudées à réparer. Il y a des habitations même qui sont à 300 000 qui sont moitié taudées à réparer. Parce que quand je dis taudé, ça a ramené de l'humidité à droite à gauche, il faut tout refaire. Voilà. Sinon, ça engrange l'humidité, il faut tout refaire. Alors, il y a des habitations voilà, qui sont à 400 000 euros et qui sont aussi des taudis. J'ai déjà vu aussi des habitations à 600 000 euros qui étaient des taudis. Il y a maintenant des châteaux qui sont, je veux dire, en ruine. On va vous revendre le château quand même peut-être à 500 000, 600 000 euros. Ils ne vont pas donner un château comme ça. Parce qu'il est bien situé dans un bois, etc. Et ça intéresse des gens d'habiter dans un bois et d'être tranquille dans le bois qui ne veulent pas de voisins. Il y a des gens, ça les intéresse. Il y a des gens, avoir des voisins, ça ne les dérange pas pour autant qu'ils ne soient pas dérangés par les voisins. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas de voisins, ils veulent une habitation, je dis retirer des voisins. C'est ce qu'on appelle une habitation 4 façades, à la rigueur avec jardin, et là, ils peuvent clôturer leur parcelle pour mettre, je veux dire, en séparation le voisinage. Donc lui, il veut bien un voisinage, mais pas trop de voisinage. Alors il y a des habitations qui sont collées l'une à l'autre. On appelle ça des maisons à deux façades. Voir s'il y en a une qui se trouve à l'extrémité, c'est une maison, ça devient une maison
trois façades, elle peut devenir une maison trois façades, mais une maison quatre façades n'est pas une maison trois façades. Les gens, ils aiment bien d'avoir une maison quatre façades, mais une maison quatre façades, c'est un coût. C'est un coût. Voilà. Dès le moment où c'est quatre façades, ben, le gars, il a une certaine liberté par rapport à tout, voilà, à ses façades. Il a une certaine liberté par rapport. S'il veut faire des travaux, il va pas embêter le voisin. Et le voisin ne va pas l'embêter. Donc, vous voyez, tout est relié aussi au voisinage. Alors, maintenant, il y en a qui aiment bien d'habiter en face d'un bois. Ça ne les dérange pas. Alors, devant le bois, il y aura des animaux. Il n'y aura pas de problème. Donc, il peut aller se promener dans le bois. Il peut, voilà, pour autant qu'on vienne pas pour autant qu'il y ait une certaine propreté devant le bois vis-à-vis des riverains, bon, je veux dire, ça va pas le déranger. Mais s'il habite devant un bois et que tout le monde vient acheter des déchets, bah, le gars il va vouloir partir parce qu'il va se dire bon, il n'y a personne qui vient nettoyer. C'est toujours sale. Et les gens, je veux dire, les gens ne sont pas propices. Enfin, les gens, une partie des gens qui font ça, parce que tous les gens ne sont pas sales, ben, ils ne sont pas propices à une propreté. Et en plus de ça, ils viennent jeter chez les autres et pas chez eux. Et quand ils jettent chez les autres, ils dérangent les autres. Bon, maintenant, si les pouvoirs communaux ne font pas grand-chose, ben, les gens n'ont pas envie de rester face, je veux dire, à ce qu'on appelle un merdier. Voilà, les gens, ils n'ont pas envie, ils ont pas envie d'habiter devant un merdier. Et quand on doit vendre une habitation face à un merdier, l'habitation, les gens, ils n'en veulent pas. Même si elle est belle, les gens, ils n'en veulent pas. Ils vont pas habiter devant un merdier, ouvrir leurs fenêtres et voir le merdier qui n'est pas nettoyé tous les jours. Je veux dire, ils ont payé cher l'habitation pour voir un merdier en face de chez eux. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas accepter d'acheter une maison chère pour voir un merdier devant chez eux. Donc, le lieu, il est fort important. Le lieu, il est fort important. Donc, c'est-à-dire que certains veulent être devant un bois propre, certains veulent un champ, pas de voisins, des voisins retirés, d'autres veulent être dans les bois et pas de voisins du tout. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Chaque personne voit midi à sa porte. Il y en a, ça ne la dérange pas d'habiter en ville, donc ils vont voir des mouvements, ils aiment bien les mouvements de gens, voilà, ils voient les gens passer. Il y en a, ils n'aiment pas de voir les gens passer. Ouais, chacun sa vision des choses. Il y en a qui vont habiter près de voilà d'un commerce qui, 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 qui ramène beaucoup de trafic, donc on ne sait pas parquer sa voiture, alors que il y en a qui ont besoin d'une place de parking. Et parfois, les places de parking, ça peut faire des bagarres. Des bagarres, ça peut en venir aux mains, et voilà, et ainsi de suite, parce qu'il y en a qui vont se dire que voilà, telle place de parking, c'est à lui, alors que c'est pas à lui. C'est la voie publique, c'est à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent. Encore là, c'est encore un problème de voisinage. Parce que le problème de voisinage, on peut en traiter une multitude. Et on peut avoir une multitude de problèmes de voisinage. Voilà. Euh, et donc, tous ces problèmes de voisinage, bon, ça peut être amené dans les tribunaux. De manière, je veux dire, dans les tribunaux, voilà, juge de paix, dans un premier temps. Mais s'il y a une bagarre, ça peut terminer en correctionnel, voire plus haut. Voire aux assises, s'il y a, je veux dire, mort d'homme. On va dire ça comme ça. Et donc c'est pour ça que problème de voisinage, on ne sait pas où ça peut aller. Hein. Maintenant c'est des mots. Des mots ça passe aux mains, et puis des mains ça passe aux armes. Et donc ça peut très mal terminer, très mal finir. C'est pour ça que je dis, bon, si le gars il veut pas se retrouver par exemple à 20 ans de prison, 20 ans de prison, ou 30 ans de prison, 40 ans, voire perpétuité, pour un crime, voilà, et se retrouver, je veux dire, voilà, aux assises, pour une histoire de visionnage, que comment on appelle ça, la justice de paix n'a pas fait grand chose pour le régler, parce que quelque part, si ça en arrivait là, ben c'est que la justice de paix n'est pas arrivée à régler le problème. Hein. Je veux dire, c'est comme ça. Donc on peut parfois remettre en cause, voilà, la justice de paix qui n'a pas qui n'a pas été, qui n'a pas rendu les choses à l'un ou l'autre. L'équilibre, parce que la justice, c'est normalement, logiquement, c'est l'équilibre. Mais s'il y en a un qui fait sa loi lui-même, c'est que ouais, il a été dépassé par les événements et donc il n'a pas accepté voilà, certaines situations. Alors pour éviter tout ça, bien sûr, il reste le déménagement. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut trouver un endroit propice au calme. Enfin, pour quelqu'un qui aime bien le calme, parce qu'il y a des gens qui aiment bien, ils n'aiment pas le calme, ils aiment bien les allées-venues, donc ils vont aller en ville, habiter dans les allées-venues, ils aiment bien d'habiter près d'un magasin, il y en a qui ils aiment bien d'habiter près de voilà d'un champ, il y en a qui aiment bien d'habiter près de je sais pas moi, près d'un ruisseau, près d'un canal, près d'un parc, je veux dire, je sais pas moi, chacun a sa vision de sa situation où il peut y vivre.
Maintenant, rien n'empêche aussi de déménager. Hein. C'est comme certains, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ben, si ça ne leur plaît pas là, ils vont déménager. Et s'ils déménagent et qu'ils voient qu'en cours ça ne leur plaît pas, ils vont encore déménager. Donc ils vont faire une succession de déménagements. Ce qui, je veux dire, pour d'autres personnes n'est pas pensable. N'est pas pensable. Ils veulent se situer dans un endroit et habiter là. Voilà. Et finir leur vie là-bas. À d'autres personnes, ils veulent pas ça. Ils veulent déménager, voilà. Puis dans 20 ans, ils vont encore déménager. Puis à un moment donné, ils veulent plus déménager parce ils ont l'âge. L'âge n'est plus propice au déménagement. Les gens, ils ont une maladie, bon, ils veulent se soigner, ils veulent rester chez eux à la maison. Et ils veulent vieillir, je veux dire, et terminer leur vie, je veux dire, dans une habitation. Et pas commencer à en changer 50 000. Bon, c'est comme ça. C'est la vie qui veut ça. Bon, maintenant. D'ailleurs, c'est pour certains, certains ne voudront plus rester dans leur habitation, ils vont aller dans un home. Ils vont aller dans un home. Voilà. Ils vont aller dans un home. Donc, vous voyez que les habitations, ici. Alors, avant toute chose, je vais commencer. Je voulais vous montrer un site, c'est pour ça que je parle de ça. Je rappelle que le soleil se lève à l'est. Le soleil se lève à l'est. Et là, dans une habitation, il faut tenir compte de ça. Que le soleil se lève à l'est et que le soleil se couche à l'ouest. Donc, celui qui veut construire une maison ou aménager des pièces, ben, il doit déjà prendre en considération ce fait-là. Le soleil se lève à l'est, le soleil se couche à l'ouest. Bon, ça, c'est la première donne. La seconde donne, c'est que, sachant que, bon, la plupart des pays, bon, notamment dans des zones tempérées, parce qu'il y a les zones humides, habiter dans une zone humide, ben, il faut une construction adaptée à la zone humide. Si quelqu'un habite dans un désert, il faut une construction adaptée, voilà, au climat désertique, au climat chaud du désert. Mais c'est pas parce que, je veux dire, il faut s'adapter au climat chaud du désert que dès le moment où il y a une pluie qui arrive, ben, qu'il y a une inondation. Donc il faut penser à tout. Il faut penser, oui, qu'il fait chaud dans le pays chaud, mais dès le moment où il y a des pluies, il faut voilà, penser à mettre un bassin d'orage, voilà, des tuyauteries qui sont de gros diamètre pour pouvoir faire une évacuation rapide en cas de, voilà, de tomber, je veux dire, coup sec des pluies. Quand je dis coup sec, c'est dans le sens une tombée nette. Voilà, tout d'un coup, il pleut. Hop, il pleut, mais beaucoup. Voilà, donc il faut évacuer toutes ces pluies par les canalisations. Donc il faut mettre des gros diamètres, penser à des bassins d'orage et travailler. Et un bassin d'orage, c'est pas donné, hein, ça coûte cher. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ici, ce que je voulais dire, c'est que dans un pays tempéré, c'est la même chose. Il faut penser à mettre un bassin d'orage, notamment si vous êtes si les habitations vont se situer sur un versant d'une petite vallée, d'une petite colline, etc. Bon, il faut penser à tout ça parce que si les eaux commencent à s'écouler du haut et que la maison est située en bas, ben, je veux dire, il y a une partie de la façade qui va ramasser toutes les eaux venant du haut et tous les déchets venant du haut. Voilà, c'est pour ça que je dis ici, euh, il faut penser à son endroit parce que c'est pour pas se mettre dans un endroit où voilà, il y a une dégradation du terrain et que ça va ramener, ou alors s'il y a une carrière plus loin avec des poussières, avec voilà, des tremblements dus aux explosions de la dynamite comment on appelle ça, des carrières, ben, je veux dire, il y aura des fissures, c'est les habitations. S'il y a trop de passages routiers, ça peut induire aussi voilà, des fissures des habitations. Voilà, c'est des gros tonnages comme ça qui passent régulièrement parce qu'il y a une carrière ou ci ou là. Bien sûr, ça c'est propice à la dégradation de la route et des habitations. Habiter devant une carrière. C'est pour ça que je disais le lieu est fort important. Il ne faut pas habiter près d'un lieu de pollution. Alors, pollution, il y a toutes sortes de pollution. Si quelqu'un habite près d'une centrale électrique, bon, il faut faire attention qu'il n'y a pas surtout si elle est de type nucléaire, s'il n'y a pas des irradiations qui peuvent surgir d'un jour à l'autre. Hein. Bon, il peut y avoir un incident et voilà, avoir des fuites et que les fuites, bon, c'est les gens qui vont les ramasser. Et donc, en fait, ils vont être irradiés. Tout simplement parce qu'ils n'ont rien demandé, mais si, ils auraient demandé, mais ils habitent quand même près d'une centrale nucléaire. Donc, il y a un risque. Alors, s'ils habitent près d'une zone, pas loin d'une zone Céveso, voilà, s'il y a un incendie d'une usine chimique, il a beau être à 10 km de la zone Céveso, si les fumées partent dans la zone, où habite la personne, ben, il a intérêt à fermer ses fenêtres, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que quand il sortira, il verra que tout son jardin est pollué. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis que le lieu il est fort important. Alors
le lieu, trouver un bon lieu, c'est difficile, d'autant plus qu'il faut mettre les moyens. Alors habiter près des champs, c'est bien, mais le problème c'est quand le fermier va commencer à répandre ses produits pour ces insecticides, ces pesticides, ben, c'est une grosse quantité qui va être déversée toutes les années. Donc à ce moment, euh, la quantité de pesticides et d'insecticides accumulés pendant 10-15 ans, qui n'est pas loin de l'habitation, ben, ça aussi, ça peut être propice à des maladies aussi. Euh, donc, euh, habiter quelque part, c'est quelque chose de très délicat. Très délicat. Maintenant, quelqu'un qui habite en forêt, le problème c'est qu'il faut qu'il trouve des commodités directes. Si les hôpitaux se trouvent à 700 km de là, c'est embêtant. Voilà. Si le premier magasin est à 30-50 km, il ne va pas chaque fois aller faire 50 km pour aller chercher un pain. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des commodités commerciales euh, pour la personne, quand elle sort de chez elle, je veux dire, elle puisse aller faire ses achats, non pas en prenant sa voiture ou le train ou l'avion, mais qu'il fasse ses achats, je veux dire, pas loin. S'il a 1 km à faire, tant mieux. S'il a 2 km à faire, bon, c'est déjà plus dérangeant. S'il a 3 km, alors, il prend un vélo, il va faire ses courses. Il prend un vélo avec son panier, il va faire ses courses. Bon, parce que je dis vélo parce que pour éviter la pollution, parce que si chaque fois il prend sa voiture, il va polluer. Et en plus de ça, ça fait de l'exercice physique d'aller à vélo. Le tout, il faut mettre un cadenas pour pas qu'on lui vole, parce que c'est vrai que de ce côté-là, il faut faire très attention. Donc, c'est pour vous dire que il faut qu'il y ait les commodités commerciales, il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des hôpitaux, parce que s'il vient avoir voilà, un malaise, il faut que l'hôpital soit le plus proche possible, parce que si c'est pour faire 100 km en ambulance, je veux dire, la personne a le temps de, je veux dire, de souffrir. On va dire ça comme ça. Donc, c'est pour vous dire que l'habitation doit être pensée avant d'habiter quelque part. Avant d'habiter quelque part. Habiter quelque part, ça nécessite, je veux dire, de penser. Et la première des pensées, c'est de se dire, bon, est-ce que le voisinage, il est bon? Est-ce que le soleil se lève? Où se trouve l'Est? Où se trouve l'Est? Le soleil se lève à l'Est. Où se trouve l'Est? Alors, quand je dis tout ça, bon, le soleil se lève à l'Est, bon, ça veut dire qu'il y a une partie de l'habitation qui recevra de l'humidité, qui sera humide en matinée au niveau des carreaux. S'il n'y a pas de pluie, bien sûr, hein, s'il n'y a pas de pluie et qu'il n'a pas plu la veille ou 2-3 jours avant, mais il y aura une certaine forme d'humidité quand même. Je veux dire, justement, euh, bien sûr, en printemps, par exemple, je prends le printemps. Vous regardez certains carreaux, ils sont en baie, mais pas d'autres. Voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir où on va recevoir le plus de lumière au matin et où on va recevoir le plus de lumière le soir. Et quand est-ce que je veux dire euh, à midi où sera euh, et les dépendances lumineuses parce que il n'y a pas que la chaleur, il y a la lumière. La lumière, la lumière c'est important. Vous habitez dans une habitation qui fait tout noir, on dirait un cimetière. Il y a un cimetière, vous habitez quelque part, il fait sombre. Vous avez beaucoup d'habitations qui sont larges. Donc quand elles sont là, vous avez un rectangle, comme ceci, voilà, qui sont deux façades. Donc vous avez la façade ici, ça c'est la façade avant, voilà. Ça c'est la façade arrière. Bien sûr ici, vous avez, ici c'est la rue, ça c'est le voisin 1 et ça c'est le voisin 2. Voilà, et donc si l'habitation est large comme ça, le problème c'est que vous n'avez pas de fenêtre ici. Hein. Vous n'avez pas de fenêtre. Donc à ce moment, il y a un manque de lumière. La seule lumière que vous allez avoir, c'est ici. Et encore, si on est en hiver, bonjour d'éclairage. Parce que l'éclairage n'est pas. L'hiver n'est pas pro. Le soleil se couche tôt. Hein, donc l'hiver n'est pas propice à avoir de la luminosité, je dirais, en cours de journée. Hein. Et donc, une habitation comme ça, c'est d'office. euh, on pourrait ramener de la lumière par des jeux de miroirs. La seule manière de ramener de la lumière, c'est par des jeux de miroirs. On peut ramener voilà. Encore faut-il placer ces miroirs. Encore faut-il placer ces miroirs. Alors, ne pas avoir l'aspect de se retrouver dans un magasin. Parce que dans un magasin, c'est vrai qu'ils placent directement les miroirs. On se voit passer par les miroirs. Voilà, ça c'est bien fait, mais c'est un magasin. Voilà. Et là, il faudrait faire des dispositions pour ramener de la lumière. Voilà, des deux côtés, de l'arrière et de l'avant.
Donc si on peut profiter d'une fenêtre à l'avant, d'une fenêtre en arrière, on peut ramener de la lumière au milieu. Alors dans des chambres, moins de lumière, ça peut ne pas être dérangeant pour aller dormir. Parce que quelqu'un qui veut aller dormir, il va fermer les rideaux. Et s'il a déjà du sombre, ben, il peut dormir dans le sombre. Voilà, le sombre est propice pour dormir. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est comme ça. Le cerveau, pour dormir, il a besoin d'être un petit peu éteint. Mais bon, et pour s'éteindre, il doit mettre tout ce qui est, euh, tout ce qui est un petit peu moteur doit s'arrêter, donc il doit arrêter de bouger. Tout ce qui est capteur auditif, bah, il ne faut pas l'embêter au niveau des capteurs auditifs, parce qu'on veut reposer les capteurs auditifs. Tout ce qui est visuel, bah, on veut fermer les yeux et ne plus avoir voilà, de lumière. La lumière qui éveille, voilà, qui éveille et qui réveille. Euh, donc le cerveau veut être en état de, je veux dire, de latence. C'est-à-dire il veut pas avoir des informations euh, d'influx nerveux provenant de l'extérieur. Donc il veut se mettre en déconnexion avec l'extérieur, déconnexion au niveau je veux dire, de ses communications avec le monde extérieur. Voilà. Donc il efface sa motricité, voilà, il efface voilà, tout ce qui est son qui vient de l'extérieur et tout ce qui est lumière venue de l'extérieur. Donc une chambre où il fait noir, c'est propice pour aller dormir. Maintenant, s'il y a moins de lumière en cours de journée, par exemple on est en hiver, la personne peut aller dormir aussi. Bon, certains ont peur du noir, donc ils allument, ils arrivent quand même à dormir. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Bon, c'est pas parce qu'il y a de la lumière qu'on n'arrive pas à dormir, mais enfin bref, c'est pour vous dire que c'est plus propice. J'ai pas dit que c'est impossible, j'ai dit que c'est plus propice. Et donc, et tout ça, il faut voir. Alors ici, si je prends ça, l'orientation de la maison, quelle importance? Voilà. La question d'orientation d'un bâtiment est souvent sujet à discussion. Donc en fait, quelqu'un va habiter dans un lieu en fonction de ses desiderata, en fonction de ses envies, en fonction de ses besoins, en fonction voilà, de ce qu'il entrevoit, en fonction de ses aspects émotionnels, en fonction de tout ce qu'il veut. Voilà, tout ce qu'il veut. Voilà, tout peut sortir en tant que liberté, en tant qu'expression libre, vis-à-vis de son vis-à-vis de ses pensées, pour habiter là où il a envie, pour autant que ce soit possible au niveau pécunier. C'est-à-dire qu'au niveau financier, s'il a la faculté de pouvoir habiter dans un lieu sans se rendre la vie difficile par rapport à ce qu'il doit payer en fin de mois, quels que soient ses revenus, parce que comme je vous l'ai dit, on peut avoir des revenus élevés et ne plus savoir habiter quelque part, parce que voilà, on a fait un projet trop gros par rapport à, on a vu plus gros que son ventre, on va dire ça comme ça. C'est comme des gens qui veulent manger, voilà, ils présentent devant leur table beaucoup de choses, beaucoup de repas, enfin beaucoup voilà, de nourriture. Voilà. Et puis après, quand ils commencent à manger, à un moment donné, ils ont plus faim. Ils ne savent plus mettre quelque chose parce qu'ils sont au bord de l'indigestion. Et ils restent sur la table toute la nourriture qu'il a mis pour pouvoir les manger. Donc en fait, il a vu trop gros. Il a vu trop gros. Donc c'est ce qu'on appelle être gourmand. Vouloir prendre beaucoup de choses alors que sans savoir ce que le ventre avait besoin. En capacité voilà, de pouvoir digérer. Donc ici c'est la même chose. Il ne faut pas acheter une grosse maison si vous n'avez pas les facultés financières de pouvoir l'assumer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie, c'est pas que payer une habitation. C'est vrai que l'habitation, c'est un projet de vie, mais il n'y a pas que ça à payer. Il y a toute une panoplie voilà, voilà, de services qui nous sont rendus en cours de mois pour pouvoir, je veux dire, pour pouvoir les devoir, enfin, pour devoir parce on les doit, pour devoir les payer. On les doit. Voilà, vous devez payer vos transports. Le transport est payable. Voilà, vous allez d'un endroit à l'autre, vous prenez le bus, le train, le tram, voire euh, comment on appelle ça, votre voiture, il y a toujours des frais. Toujours des frais.
Maintenant, vous pouvez aller à pied, mais il faudra manger pour récupérer les forces perdues. Donc, c'est quelque part, et, rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme. On va dire ça comme ça. Donc, même en pensant aller à vélo, vous allez dire, ouais, ben, j'ai été gratuitement. Non, parce que à un moment donné, il va falloir acheter une canette pour boire de sucre. Il faudra manger un peu plus pour arriver à la maison. Il faudra reprendre un bain parce que vous avez essuyé. Ben, ça va coûter l'eau, ça va coûter, voilà, certaines dépenses. Vous allez récupérer tout ce que vous avez marché par, et votre transpiration, etc. Par, ouais, il faudra payer tout ce que vous avez fait. Donc, quelque part, on paye toujours. Donc, le transport est payant, l'alimentation elle est payante, comment on appelle ça, l'énergie qui vous est fournie, enfin, gaz, électricité sont de l'énergie. Quoique l'eau, c'est aussi de l'énergie, hein, mais enfin bref, on va pas discuter là-dessus. Quand on regarde la thermodynamique, on peut dire que c'est une forme d'énergie aussi, l'eau. Mais enfin bref, tout est énergétique, je peux vous le dire. Ben, maintenant, je veux dire, on sait bien que l'eau, c'est pas du pétrole, hein, on va dire ça comme ça. Mais disons que euh, il faut payer les énergies, le transport, la nourriture, les services rendus, téléphone, GSM, télévision, voilà, pour les commodités, pour avoir son cocooning et c'est une petite liberté chez soi, parce que avoir la télévision, avoir toutes les chaînes devant chez soi, enfin chez soi, c'est magnifique. On peut avoir le monde entier au travers voilà, d'un écran. On peut, je veux dire, illuminer, éclairer toute sa maison de façon bien éclairée, parce que l'éclairage c'est vraiment important, hein. Il y a des gens ils mettent des éclairages qu'on ne voit rien, il faut aller chercher des outils, on ne voit rien, et donc après on passe 4 heures pour chercher, alors que bon c'est normal, le problème c'est l'éclairage, voilà, le problème il est là. Donc l'éclairage c'est fort important. Dans un garage, il doit toujours bien éclairer pour pouvoir voir les outillages de ce qu'ils sont. Une cuisine, on peut mettre un gradateur. Bon, si vous avez trop d'éclairage pour voir ce que vous faites de la cuisine, à un moment donné, si vous n'avez plus besoin d'éclairage, vous pouvez diminuer. Voilà, on va diminuer l'éclairage. Et ainsi de suite. Alors maintenant, si vous allez dormir, ben, vous mettez de moins en moins agressif avec un gradateur jusqu'au moment où vous vous sentez euh, fatigué pour aller dormir. Voilà, pour aller dormir. Faites une petite lecture avant d'aller dormir. Voilà, quoi ou qu'est-ce, enfin, peu importe. Mais disons qu'avant d'aller dormir, ben, vous mettez un gradateur. Enfin, vous utilisez votre gradateur. Donc, le gradateur, c'est très intéressant. Plutôt qu'un interrupteur. Parce que l'interrupteur, c'est du tout ou rien. Euh, un gradateur, c'est toujours intéressant. On sait faire varier la lumière. Donc, il faut. Les gens ils ont des frais. Et ces frais-là, bon, il faut payer aussi tout ce qui est contrat d'assurance, les assurances, assurance mutuelle, toutes les assurances, assurance familiale, assurance habitation, assurance euh, véhicule, et tout ça, c'est quand même des frais. Donc il faut payer tous ces frais-là. Il faut payer tout entretien de l'habitation, parce que beaucoup de gens habitent dans une habitation, ils ne l'entretiennent plus, et ça finit par devenir, au bout de 10-15 ans, un taux de. Donc une habitation, ça doit être mouvant, changeant, mais le problème c'est que c'est les poussières des bâtiments qui embêtent certaines personnes qui ne veulent pas faire des travaux parce que ça va ramener des poussières. Voilà, ça, il faudra laver tous les rideaux, il faudra laver voilà, les coussins, il faudra transporter les meubles, les remettre ailleurs. Et ça, c'est tout un travail que les gens n'aiment pas faire. Voilà. Alors, dans l'idéal, l'aménagement du logement devrait ailleurs se faire en fonction de ces derniers, pour gagner en efficacité énergétique et en confort de vie. Alors, tout ce que je vous ai parlé, justement, c'est le confort de vie, hein. L'efficacité énergétique, ça ramène un confort, oui, mais c'est pas ça qui fait le confort total. Le confort, il provient de différentes voilà, vues d'esprit. C'est ça que j'ai expliqué avant, hein. C'est ce que j'ai expliqué avant. L'orientation, c'est une chose, mais c'est pas ça qui va faire que vous êtes bien dans une habitation ou pas. Mais en tout cas, l'orientation mène à- à des principes du confort. Aménager la maison selon son orientation. Il existe grosso modo 4 orientations possibles pour votre maison qui correspondent aux 4 points cardinaux. Si vous construisez ou rénovez, voici quelques conseils d'aménagement sur les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, c'est pour ça qu'ils vous ont mis ici, comment on appelle ça. La première chose quand vous êtes chez vous, c'est de voir où est le nord, hein, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Parce que beaucoup de gens, vous leur dites où est le nord, ils ne savent pas le mettre. Ils ne savent pas vous l'indiquer. Alors les pluies, il faut faire attention parce que les pluies aussi, elles arrivent sur une certaine façade.
La partie d'une maison se trouvant au nord est plus froide, et la plus froide, je m'excuse. Donc vous voyez que là, ça vous donne une indication de comment il faut isoler la maison. Alors voici, donc en fait, vous voyez qu'il parle bien. Il faut bien d'abord savoir où sont les points cardinaux quand on habite dans une habitation. Parce que généralement, les gens ne se soucient pas trop de ça. Ils viennent, ils s'installent, ils habitent dedans. Ben, il y a des gens, ils regardent pas tout ça, ils s'en foutent. Bon, je veux dire, ils passent leur vie. Bon, attends, faut se dire aussi que il y a beaucoup de gens qui regardent pas tout ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. J'expliquais au départ que bon, il y en a qui ne se soucient plus de tout ça parce qu'ils ont un certain âge, ils ne veulent plus faire des travaux. Et ça ne les intéresse plus. Je veux dire, ils pensent qu'à voilà, enfin, terminer leur vie dans une habitation. Bon, d'autres, c'est pas la même chose. Hein. Il y a d'autres personnes, bon, ils n'ont pas les facultés de payer des travaux. Ils se disent, bon, c'est court 30 000 euros, 20 000 euros, 25 000. Et tout ça, bon, ils veulent plus, voilà, ils veulent plus mettre de l'argent pour, voilà, ils appellent ça des fonds perdus. Ce qui n'est pas des fonds perdus parce que si la maison elle est vendue, euh, c'est plus des fonds perdus. Voilà, c'est pas des fonds perdus. Une habitation quand vous la vendez. Et en plus de ça, les gens ils cherchent toujours à avoir de se loger dans un endroit propre, d'hygiène, où il n'y a pas trop qui de la sécurité. Voilà, que c'est pas propice, je veux dire, au vandalisme et tralali trala. Donc en fait, les gens ils veulent habiter dans des zones, je veux dire, qui sont beaucoup plus chères, qui t'a donné le prix, mais ils veulent pas rester dans des zones où, je veux dire, ils veulent pas y être, parce qu'ils n'aiment pas d'être, voilà, dans une zone où il y a du vandalisme, de l'insécurité, voilà, il y a des gens qui ne leur, voilà, qui ne leur correspondent pas, et voilà, et donc ils veulent habiter dans des zones plus, plus tranquilles, plus tranquilles, voilà, et on va dire ça comme ça. Alors, étape, faut pouvoir payer ce prix-là, faut pouvoir le payer. Donc, la partie d'une maison se trouvant au nord est la plus froide et la moins lumineuse. Il vaut mieux que les pièces les moins fréquentées y soient placées, exemple le garage, la buanderie, le WC. C'est toutefois une orientation intéressante pour les chambres à coucher, puisqu'il fait moins chaud en été. Voilà, il vous donne des petites astuces, des trucs comme je suis en train de vous dire. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Pour ce qui est de la façade, de ce côté doit être bien isolé, puisqu'il est plus à risque de présenter de l'humidité. Et je vous rappelle que la principale euh, on va dire, la principale, le principal effet néfaste d'une habitation, c'est l'humidité. Donc en fait, ça va demander des frais qui ne sont pas de l'ordre de 500 euros. Voilà, c'est au-delà de 500 euros. Vous voulez refaire un toit, ça coûte cher. Hein. Vous voulez refaire une façade complète, un pignon, ben, ça va coûter minimum 3000 euros. Hein. Voilà. Bien fait, quand je dis minimum 3000, c'est bien fait. C'est-à-dire isolant, crépi, euh, voire ardoise. Et voilà, il y a plusieurs couches à mettre avant de se dire on va bousculer l'humidité. Et c'est pas terminé parce que l'humidité peut revenir. On peut mettre des produits chimiques voilà, contre l'humidité, mais ça a un temps. Pour les produits chimiques, c'est un temps. 10, 15, 20 ans. 10, 15, 20 ans. Ben, vous allez me dire, ouais, ça a le temps de revenir. Oui, ben, 20 ans, ça passe vite aussi. Hein. Sur, voilà, le gars qui habite là, bon, s'il va jusque 80 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, il habite à 20 ans à l'habitation, il a 4 fois 20 ans, 4 fois des travaux à faire. Hein. On va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça qu'une habitation, je veux dire, c'est un coût. Il est également conseillé d'installer des doubles, voire des triples vitrages sur vos fenêtres. Alors si vous pensez à isoler, pensez aussi qu'en été il fait chaud et mettre voilà, système, voilà, pompe à chaleur avec, comment on appelle ça, un refroidissement. Hein. On ne cherche pas que le chaud. En hiver, on cherche, en hiver, automne, hiver et début de printemps, on cherche le chaud à l'intérieur,
puisqu'il fait froid à l'extérieur. Mais inversement, euh, fin de milieu du printemps, fin du printemps, début d'été et début d'automne, ben, on cherche à refroidir un petit peu la maison. J'ai bien dit début d'automne. Hein. Bon, parfois l'automne, on a des chaleurs qui peuvent durer un peu. Voilà, début d'automne. On peut avoir des petites chaleurs là-bas aussi. Donc on peut refroidir aussi l'habitation s'il fait trop chaud à l'intérieur. Et donc penser à des systèmes de chauffage, bien sûr, mais des systèmes de refroidissement aussi. Donc voilà. Et alors bien aérer les habitations. Les habitations, il faut ouvrir les vitres. Hein. C'est pas de mettre des doubles vitrages partout, les enfermer, et puis après ça va sentir voilà, un petit peu le moisi à l'intérieur. Ou quelque chose comme ça. Parce qu'il n'y a pas. C'est un air qui n'est pas. C'est un air vicié avec des poussières, etc. Donc il faut une circulation d'air par rapport à l'extérieur pour évacuer voilà, toutes ces odeurs voilà, qui pourraient être malsaines au sein d'une habitation. Il faut aérer. Aérer. Orientation est. Les pièces orientées à l'est sont baignées par la lumière du soleil. Dès le matin, ça je vous ai dit que le soleil se levait à l'est. C'est pour ça qu'il faut avoir une boussole et savoir où est le nord, l'est et l'ouest par rapport à votre habitation. Dans les pièces situées à cet endroit qui sont plus fraîches, le soir venu, l'idéal est d'aménager la cuisine et la salle à manger. Voilà, un bureau, une salle de jeu pour les enfants. Bah, si vous avez des enfants, parce que tout le monde n'a pas d'enfants, voilà, une salle de jeu pour les enfants ou une salle de bain conviendra également. Alors il y a des habitations où on peut retrouver 2, 3 salles de bain. Voilà, parfois une salle de bain, voire 2 salles de bain, voire une salle de bain, une salle de douche, voire 2 salles de bain, une salle de douche. Bon, il y a des gens qui ils aiment bien, je veux dire, voilà, d'avoir une certaine forme de luxe, d'avoir pas mal d'endroits à eau. Voilà. Mais le problème, les endroits à eau, c'est toujours, ça ramène de l'eau. Et donc l'eau, ça mouille, et l'eau, ça ramène de l'humidité. Hein. Si maintenant vous tâchez toujours des murs qui ne sont pas carrelés et qui ne vont pas faire s'écouler les eaux vers le sol et être évacuées, ben, si ça touche les murs, l'eau, vous avez, avec du plafonnage, je veux dire, une fois c'est pas grave, 2 fois c'est pas grave, mais à la longue, le plafonnage peut ressentir le coup hein, avec les années. Donc il est idéal pour une véranda ou une terrasse, il convient d'éviter les fenêtres de toit de ce côté puisque les rayons du soleil en entrant dans la pièce se transforment en chaleur. Surtout en été, les chambres n'y trouveront donc pas leur place, mais plutôt les pièces de vie comme le salon, la salle à manger. Orientation ouest. De ce côté, le soleil apparaît l'après-midi jusqu'au coucher. En été, la chaleur y monte plus facilement. Il est donc préférable d'y installer les pièces où cela ne sera pas trop gênant. Par exemple, un débarras, une pièce de rangement. Ouais, on a toujours besoin de tout ça. Hein. Une pièce de rangement, on a toujours besoin de ça. Un débarras aussi, voilà, pour ne pas que certains ustensiles voilà, que vous avez besoin, parce que c'est un ustensile, on a besoin, on l'emploie, on l'utilise, on l'use. Voilà. Eh bien, il faut que ça ne puisse pas être à la vue de tout le monde et donc caché dans un espèce de KGB. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être cachées dans un KGB et qui sont intéressantes, qui sont voilà, dans l'emploi de la ménagère, dans l'emploi voilà, de tout un chacun dans l'habitation. Enfin, il ne faut pas oublier de doter les fenêtres de stores ou de volets pour éviter l'éblouissement. Alors les volets, c'est aussi bon pour les voleurs. Voilà. Déterminer l'orientation d'une maison, 4 astuces simples. À l'aide d'une boussole, voilà, vous savez bien, grâce au soleil en fonction de l'heure, voilà, ça aussi, en consultant un plan d'architecte, bien sûr, en vous rendant sur Google Maps aussi, on sait le voir. Donc, alors, si vous n'avez pas de boussole, et vous avez Internet, vous allez sur Google Maps. Si vous avez un plan d'architecte que vous avez en possession, vous regardez votre plan d'architecte. Si maintenant vous n'avez rien de tout ça, ni plan, ni Google Maps, ni la consultation d'un plan d'architecte, enfin, ni un plan d'architecte, vous regardez au soleil. Au matin, je vous ai dit que le soleil se lève à l'est, hein, il est marqué là-bas, et il se couche à l'ouest. Voilà. Donc là, en regardant ça, on sait voir voilà, où est l'est et où est l'ouest. Alors, comme ici, pourquoi j'ai discuté de ça? Parce qu'en fait, quelque part, ici, vous dire, il y a une conclusion ici. Vous regardez bien,
définitif. En définitive, c'est une conclusion. Au final, quelle est l'orientation idéale? Ben, en définitive, il n'y en a pas de bonne et de mauvaise orientation pour une maison. Si vous cherchez à acheter, soyez surtout vigilant à l'aménagement de cette dernière et sa conception technique. Voilà. Même si en Gaume, bon, les maisons dont le jardin est au sud sont probablement plus aussi sollicitées puisque, comme on sait, les Gaumais apprécient la nature et les apéros au soleil. Ouais, bon, c'est parce qu'ils aiment bien sortir à l'extérieur. Bon, ça, c'est pas tout le monde qui fait ça dans tous les pays. Bon, tout le monde n'a pas un soleil, je veux dire, chaleureux. Quoi qu'en été, on l'a. Mais encore en été, il faut savoir se mettre à l'ombre de temps en temps. Donc voilà, avoir un petit tarp à l'ombre, on peut se aller, voilà, se protéger des rayons du soleil, ça fait pas de tour. Donc on ne pourra pas toujours avoir cette chance. Voilà. De plus, la question de l'orientation reste assez subjective. Donc, c'est pas une question de chance, hein. C'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Quelqu'un qui a les moyens, qui peut habiter dans un endroit où il veut. Ouais, il veut, non, mais bon, disons qu'il peut déjà choisir un peu plus. Il a plus de possibilités pour s'y situer. Maintenant, il y a un problème aussi, c'est que s'il y a des gens qui ont un certain train de vie près de près d'un commerce, enfin de leur travail, ils voudront pas déménager à 50 km pour trouver un bon endroit pour habiter et refaire 50 km de trajet pour venir travailler. Donc ils vont peut-être privilégier le travail. Ils vont se dire, bon, je suis près du travail, je reste, quitte à avoir une maison moche, pas belle, je veux dire, avec un voisinage merdique, mais au moins je suis près du travail. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas euh, de mauvaise ou ici il parle de mauvaise ou de bonne ou mauvaise orientation pour une maison. Mais moi je dirais, c'est en fonction voilà, de la personne. Qu'est-ce que la personne veut? Qu'est-ce que la personne veut de qui? Il doit faire une auto-analyse de lui-même. Une auto-analyse, bon, est-ce que je suis proche du travail? Bon, donc je vais habiter proche de mon travail, quitte à avoir une maison qui n'est pas dans les conditions requises suivant mes, euh, mes désidératums, mes besoins, mais je vais quand même habiter là parce que pourquoi mon travail est tout près. Alors d'autres se sentent plus en sécurité parce qu'ils sont à côté d'un hôpital. Je dis bon, j'habite là au cas où demain s'il arrive quelque chose, c'est toujours un hôpital qu'à côté de chez moi, je téléphone, en 2 secondes ils sont là. Ouais, et donc pour rien au monde ils vont déménager. Et des personnes, ils ont leur famille à côté. Donc pour rien au monde, ils vont partir. Donc il y a des conditions comme ça qui sont propices à chacune des personnes, qui demandent une auto-analyse de chacun, qui font que où elles sont, son meilleur environnement, son meilleur endroit pour habiter, c'est en fonction voilà, on peut, les gens font en fonction de leurs moyens. Ça c'est une chose, mais en fonction voilà, de désidératage, je veux dire psychologique. Donc ça demande une analyse personnelle de savoir voilà, de faire. Faudrait déjà aller chez un psychologue, et devant le psychologue, ben, c'est de mettre tout à plat. Voilà. Si quelqu'un qui va acheter une maison, quelqu'un veut, je veux dire, construire une maison, c'est d'abord d'aller chez un psychologue. Parce que, bon, c'est un petit peu comme quelqu'un qui va, voilà, il va faire une chirurgie esthétique, par exemple, il doit passer chez le psychologue. Quels sont il faut mettre sur la table tout ce qui est intéressant, tous les points de vue défendus par la personne avant de passer à l'acte, parce que c'est pas un acte anodin, hein, la chirurgie esthétique, parce qu'on ne sait plus revenir en arrière. Si on ne sait plus revenir en arrière, si c'est raté, bon, c'est grave, hein, voilà, c'est grave pour la personne. Elle pense avoir ça, elle va se retrouver avec autre chose. Bon, il y a des personnes comme ça, ils déménagent d'un endroit, ils se disent, bon, je serai bien là-bas, et c'est pire que... Alors, ils ne savent plus revenir en arrière parce que l'autre maison a été vendue. Voilà, donc ça, c'est un gros problème. Je vous dis, c'est un problème, je veux dire, de l'ordre du psychologique. Donc il faut mettre tout à plat sur une feuille de papier, en discuter avec un psychologue, quitte à avoir à tête reposée, c'est-à-dire avec une, comment on appelle ça, une hypnose, sous hypnose. Voilà, sortir tout ce qui est intéressant, tout ce qui est sous hypnose, quelques séances, mettre tout à plat sur papier et voir après voir qu'est-ce que elle est intéressée par quoi. Par quoi elle est intéressée? Par quoi? Quel est son but ultime? Parce que parfois il y a des gens qui changent d'avis
tout de suite. Hein. Ils veulent déménager, et puis s'ils reviennent ils veulent plus, puis ils veulent déménager, puis ils veulent plus, puis ils veulent redéménager, puis ils veulent plus. Donc au bout du compte, ils font comme un ressort, ça va et ça vient. Ça va et ça vient. Et donc il y a, comment on appelle ça, comme une forme d'indécision. On veut partir, mais on ne sait pas si l'endroit où on va y être va être mieux que l'endroit où on y était. Peut-être qu'on se plaignait d'un endroit qui était très bien, alors que quand on va déménager, on va se rendre compte que l'endroit où on y était auparavant, on y était très bien, alors qu'on pensait qu'on n'y était pas bien. Et, on va peut-être souffrir dans un autre endroit, pour une autre raison. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que construire une habitation ou déménager et habiter ailleurs demande, je veux dire, parfois de casser certains tabous. Certains tabous. Par exemple, vous habitez près de la famille, dès le moment où vous allez déménager, mais vous êtes plus proche de la famille. Donc vous êtes éloigné de la famille. Et ça va peut-être se ressentir, d'autant plus si la personne est à l'autre bout du monde. Hein. Elle va déménager dans un autre pays. Bah, maintenant, c'est plus si évident pour faire les trajets pour aller voir sa famille. Voilà, il y a toutes sortes de cas de figure qui fait que, ben voilà, il y a un blocage. La personne a des envies, mais elle est bloquée. Elle a des envies. Par exemple, elle veut déménager, elle pense habiter là-bas, 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 mais elle trouve que bon, là-bas ça ne va pas, là-bas ça ne va pas, là-bas ça ne va pas. Là-bas, ça va. Et au bout du compte, il y a mille et un facteurs qui font que mille et un endroits ça ne va pas, qu'elle reste bloquée. Elle se dit, bon, je suis dans un blocage, mais je voudrais bien déménager. Donc il y a un dilemme. Et c'est pour ça que je veux dire que là, il faut aller chez un psychologue et voir, mettre à plat par hypnose, quels sont les ressentis d'abord de la personne au sein de l'habitation, quels sont les ressentis qu'il pourrait ressentir dans un autre environnement qui pourrait être distinct. Distinct. Alors qu'est-ce qui fait fuir le lieu? Beaucoup de choses peuvent faire fuir les lieux. Hein. Voilà, les commerces partent, je veux dire, il y a de l'insécurité, l'incivilité, il y a voilà, du trafic en tout genre. Il y a beaucoup de personnes. Euh, voilà, on a une très grande forme de. euh, il y a du banditisme. Il y a. Voilà, il n'y a pas beaucoup de travail dans la zone où il habite. Il voudrait bien habiter dans une zone où il y a plus de travail que dans la zone où il habite. Parce que c'est bien d'habiter en campagne, mais le problème en campagne, à part les fermes, travailler dans les fermes, ou un petit commerce ou quelque chose comme ça, voilà, c'est pas là qu'on a des endroits où on peut travailler dans une petite école ou des trucs, choses comme ça, mais enfin bref. Ici, les endroits où qui sont plus pourvoyeurs, ce sont les industries. Voilà, pourvoyeurs là, on a 100 personnes là-bas, 125 personnes là-bas, euh, euh, 45 personnes là-bas. Bon, c'est déjà plus actif. Les entreprises sont déjà plus, je veux dire, il y a plus voilà, de possibilités de travailler en entreprise que de travailler si on se situe dans une campagne où il y a très peu de mouvement. Voilà. Donc, la zone, les villes sont beaucoup commerciales, quoique les commerces commencent à se perdre dans les villes, du fait bon, de l'Internet. C'est l'Internet qui fait ça. Attends, c'est le commerce en ligne qui se passe. Voilà, c'est voilà, le e-commerce. Les gens ils ont oublié ça, que le monde évolue. On n'est plus dans le monde d'antan. Le e-commerce, on en a parlé il y a 20 ans d'ici. Comme quoi il y a avoir un grand. Il y a des gens qui faisaient, il y a déjà des gens qui faisaient du e-commerce il y a 20 ans d'ici. Il y a 20 ans d'ici. Il y a déjà des gens qui faisaient du e-commerce. Beaucoup de gens commencent à se réveiller depuis 5 6 ans, 7 ans, voire 8 ans, alors que l'e-commerce commence. Il y a des gens qui commerçaient déjà il y a 20 ans d'ici par Internet. Hein. Ils achetaient tout par. Je parle pas des magasins, je parle des particuliers. Un client, il achetait directement par Internet, certains clients. Voilà. Maintenant, ça devient une mode générale, donc c'est normal que les magasins perdent de la clientèle parce que les gens commandent par Internet. Ils ont plus facile, ils travaillent, à partir de leur travail, ben, ils envoient une commande et ils sont au travail.
Ils n'ont pas besoin de se rendre au magasin, et tralala, tralala. Et donc c'est beaucoup plus facile. Alors on vient leur livrer le colis, ils reçoivent le colis, ils sont contents. Voilà, tout le monde est content. Alors qu'avant, bon, ils devaient passer le samedi ou dimanche pour aller au magasin. C'est pour ça que le magasin fonctionne moins, parce que c'est l'e-commerce. Les banques sont moins fonctionnelles, il y a moins de banques. Pourquoi? Parce que, ça les arrange de payer moins de frais au niveau des habitations, au niveau euh, du personnel. Voilà, mais c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, il y a maintenant les banques en ligne. Donc c'est tout à fait normal. On a une réadaptation du service. Les services se réadaptent au niveau de l'Internet, c'est-à-dire au niveau du commerce, et donc au niveau des services financiers, bancaires. Donc les banques se mettent on va dire, les banques se mettent au diapason de l'époque actuelle. L'époque, on est en plein dedans, et encore, on est encore gentil. L'époque de maintenant, 2025, c'est encore gentil, je vous le dis tout de suite, parce que ce qui va se passer plus tard, c'est encore pire. C'est-à-dire que, je vous rappelle que l'ordinateur a ramené ouais, un impact majeur au niveau, les gens n'ont pas vu venir que l'ordinateur allait mettre beaucoup de gens, je veux dire, au chômage. Ça, tout le monde, les gens n'ont pas perçu ça. Ils ont vu beaucoup, les premiers ordinateurs, c'était des jeux, pour les jeux, pour un petit peu la bureautique. Voilà. Mais après, la bureautique, c'était développé. Et qui dit développement de la bureautique et donc des logiciels de bureautique, ça a amené toute une panoplie de personnes, je veux dire, au chômage. C'est évident. Alors, beaucoup de secrétaires se sont retrouvés au chômage. Beaucoup de magasiniers se sont retrouvés au chômage. Et donc, ici, les banques ont une réadaptation, je veux dire, refont une réadaptation. Et normalement, on l'aurait dû faire il y a 20 ans d'ici, parce que depuis l'entrée en vigueur d'Internet, je veux dire, tout le monde aurait pu voir déjà qu'est-ce qu'il aurait pu voir ce qu'il aurait dû se produire par la suite. Oui, et effectivement, les restructurations avec les automatismes, euh, les automatismes, les robots. Maintenant, une entreprise peut fonctionner qu'avec des robots, mais c'est pas encore le cas. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore à la mode archaïque, à la mode manufacturière. Ils embauchent du personnel, et voilà, et les gens ils travaillent pour eux. Mais, alors qu'en lieu et place de ce personnel, on peut de nouveau restructurer et voilà, remettre des robots, des machines en lieu et place de ces personnes. Mais beaucoup de gens maintiennent du personnel, alors que beaucoup d'entreprises pourraient favoriser la robotique et l'intelligence artificielle au point tel que le personnel est réduit à un strict minimum. Même les chefs, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de chefs parce qu'en fait, ce sont les robots qui travaillent, on ne les commande pas. Il suffit de les programmer, on les fait travailler en temps et en heure, voilà, avec les programmes qui les font fonctionner. Soit pour la soudure, soit pour la peinture, soit pour le montage, soit pour le démontage, soit pour le. Soit, enfin, peu importe, hein, je veux dire, on peut faire des robots pour tout et n'importe quoi. Pour voilà, la sculpture, pour la gravure, pour ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Les robots, pouf, paf, ils ont mis voilà, un arrow à tous ceux qui disaient que bon, le travail était dur. Voilà, le travail pour les robots, il n'est pas dur. On le programme, il est fait pour ça. Il ne tombe pas malade, il ne discute pas. Voilà, il fait pas voilà, il n'est pas émotif. Lui, il travaille, point. Il n'a pas les perceptions humaines. Perceptions humaines, il y a l'homme au travail, c'est un homme qui va travailler avec un aspect émotionnel. Donc, tous ces aspects émotionnels-là qui étaient pris en compte auparavant, mais ne sera plus pris en compte par les robots. Le robot, on lui donne l'énergie de travail, l'être humain, bon, on lui crie dessus, il vient plus le lendemain. Après, il va faire grève 4 jours, 5 jours, 10 jours. Voilà, et ça perturbe, je veux dire, la production. Et donc, je veux dire, il vaudra toujours plus. Pourquoi? Parce qu'il vaudra plus, parce qu'il faudra une plus grosse voiture, une plus grosse maison, une plus grosse, voilà, une plus grosse cuisine équipée, des ordinateurs à tous les enfants, il faudra des motos pour tous les enfants, il faudra voilà, des Vespa pour tout le monde, il faut, je veux dire, une piscine pour chaque enfant séparé, et il faudra un chalet pour chaque enfant séparé, il faut trois maisons pour l'un enfant, deux autres enfants, il faut quatre maisons. Je veux dire, ça c'est de l'ordre de l'interminable, il faut savoir mettre un arrow à tout ça et se dire, bon, on vit avec ses moyens, et il faut savoir serrer ceinture. Parce que si maintenant tout le monde fait ça, je veux dire, les productions, ne vont pas suivre, parce que on va dire, c'est quelque chose qui est sans limite. Hein. C'est quelque chose qui est sans limite. Et donc, au niveau des ressources, les ressources ne sont pas sans limite. Déjà, ici, les générations de 2025, de 2020, déjà, toutes les guerres
qu'il y a eu depuis 1800, 1900, voilà, tout ce qui l'être humain a déjà consommé en ressources, c'est beaucoup plus que ce que nos générations ont consommé. Et donc, ce qui va rester pour les générations qui vont vivre, venir vivre dans 100, 200 ans, on leur laisse pas grand-chose parce qu'en fait, on profite des ressources euh, au maximum ici. On est au plein maximum de, voilà, de l'utilisation des ressources que la Terre nous fournit. Gaz, pétrole et tout ce qui s'ensuit. On profite comme si, je veux dire, nos générations ici qui sont là présentes, ben, sont les plus, je veux dire, les plus, comment est-ce qu'on appelle ça, les plus, en tout cas, c'est les plus profiteuses. C'est plus profiteuse hein, de toutes les générations passées. Avant, quand même, voilà, les gens, ils faisaient serrer la ceinture. euh, on vivait pas au-dessus de ses moyens. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de grosses voitures, etc., etc. Bon, tout ça, c'est du métal. Bon, vous allez me dire, mais certaines choses sont recyclables, mais pas d'autres. C'est surtout, le malheur, c'est dans tout ce qui n'est pas recyclable. Dans ce qui est recyclable, bon, le métal, on peut encore le recycler. Voilà. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas plus recycler, c'est fini. Et donc là, on consomme beaucoup de ressources et on profite et on veut toujours plus en revenus. euh, alors ce qui n'est pas possible parce que c'est une éternelle course. On ne peut pas rendre une personne, je veux dire, consommatrice de ressources infinies. C'est pas possible ça. Si tout le monde est comme ça, si on a 20 millions de personnes qui sont consommatrices de ressources infinies, bah, on profite des ressources voilà, de la Terre à son maximum et on ne laisse pas pour les générations futures. Vous allez me dire ce qui est recyclable, ça va, mais ce qui n'est pas recyclable, voilà, c'est grave. Donc c'est pour ça que chacun doit penser, je veux dire, à limiter, à se limiter, je veux dire, à se dire, bon, je vais faire ceinture là, il ne faut pas que je sois trop gourmand, il faut que voilà, je laisse à l'avenir, voilà, des ressources pour l'avenir. Et donc, c'est pour ça que les robots maintenant sont là. Ils vont faire tomber, je veux dire, la plupart des personnes qui travaillent en usine, c'est fini. Les robots, on tape des robots, c'est les robots qui travaillent. Bon, il n'y a plus de le syndicalisme à outrance où une personne va demander, je veux dire, pour un motif non valable ou un motif, je veux dire, mesquin, pour un motif mesquin, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va chercher le conflit, le faux conflit, pour aller se retrouver dans les tribunaux et demander, je veux dire, voilà, à ce que l'entreprise lui paye de l'argent. Bon, pour les robots, c'est fini ça. Alors, la personne va aller au tribunal, elle va gagner, va toucher voilà, 150 000, 200 000. Et si quelqu'un d'autre fait ça, c'est 150 000, 200 000. Si une autre fait ça en cours, ça fait 150 000, 200 000. À 200 000 fois 30, à 600 000, 600 000, c'est de nouvelles machines, c'est de nouveaux investissements, c'est du nouveau personnel, c'est des nouveaux matériaux, c'est des nouveaux meubles pour l'entreprise, c'est peut-être un nouveau parking pour l'entreprise pour pouvoir se garer, c'est voilà, un nouveau hangar, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que là, le syndicalisme, à outrance, le syndicalisme c'est bien pour que le personnel soit bien au sein de l'entreprise, qu'il s'y sente bien et défendre les causes du personnel, mais le syndicalisme à outrance c'est du profitage, c'est-à-dire se faire profiter une personne d'une situation, je veux dire, bon, qu'elle ne mérite pas. Parce que si quelqu'un maintenant a des conflits mesquins et que c'est de sa propre cause, ben, elle n'a rien à faire dans l'entreprise. L'entreprise n'est pas à elle. L'entreprise, c'est à des investisseurs. Donc, si elle n'est pas contente, ben, je veux dire, pour aller voir ailleurs. C'est comme ça. C'est pas qu'elle doit s'insérer dans l'entreprise, faire ce qu'elle veut et de se dire, bon, s'il y a un qui me cherche, ben, je vais porter plainte contre lui. Ça va pas comme ça. Si le gars il n'est pas content, ben, je veux dire, ben, il va pas travailler dans cette usine, hein, il ira travailler ailleurs. Et si maintenant, ailleurs ça ne va pas, ben, on se dira que c'est la personne là qui a un problème, c'est pas les entreprises qui l'embauchaient. On va dire ça comme ça. Donc, ce qui veut dire que là, vous voyez que la robotique a fait en sorte que on a moins de travail. Donc, quelqu'un qui a des revenus, voilà, pour acheter une habitation, ben, il doit calculer. Voilà, il doit aller à l'économie, il doit réagir de manière décente vis-à-vis de ses revenus. Maintenant, s'il ne veut pas réagir de manière décente, que tous ses revenus, il les dépense, ben, il risque de, voilà, de supporter, je veux dire, la difficulté
voilà, de la vie. Et c'est là qu'on ressent la difficulté de la vie, c'est quand on a, voilà, on n'arrive pas à arriver à payer à payer hein, ses besoins primaires. Des moments où les besoins primaires sont, je veux dire, comprimés, c'est-à-dire on les atteint plus, ça pose une grossière, une grosse difficulté, je veux dire, vivable. Parce que la personne ne se sent plus, je veux dire, elle se sent emprisonnée. Emprisonnée, je veux dire, elle ne sait plus faire grand-chose, puisqu'en fait, elle n'a plus les moyens de faire grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il faut tout se calcule. Quelqu'un qui veut une habitation, le tout c'est pas de se ruiner sur une habitation. On va dire ça comme ça. C'est d'acheter une habitation en fonction de ses desiderata, mais pas voir trop grand, pas être trop gourmand et de rester, on va dire, il faut savoir rester raison gardée. Et je terminerai par là. Je vous remercie.